Salut les Blooders, c'est Marcelf. J'avais fait une vidéo de présentation des héros de History Pack 1 il n'y a pas très longtemps. Donc la vidéo avait encore une fois. Et donc je continue avec History Pack 2. History Pack 2 c'est sorti il n'y a pas très longtemps donc en français dans les boutiques. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les héros qui sont disponibles dans History Pack 2, une courte présentation de chaque héros pour vous aider à choisir les héros que vous voulez jouer. Donc History Pack 2 c'est le set de réédition de Flesh and Blood qui vous permet de jouer en français avec les cartes du second bloc de Flesh and Blood. Donc quand je dis le second bloc, c'est les sets Monarch, Tales of Aria et Everfest. La grosse différence par rapport à History Pack 1, la grosse nouveauté, ce sont les talents qui ont été pour la première fois introduits dans le jeu avec Monarch. Donc Monarch, c'est les 4 héros qui sont disponibles dans Monarch. C'est les premiers héros qui avaient un talent. Donc qu'est-ce que c'est un talent? C'est une sorte de sous-classe de votre héros. En plus de sa classe, il a un talent. Donc dans Monarch, c'était Shadow ou Light. Et donc en fait, ça vient rajouter c'est comme si ça rajoutait une sous-classe, une sorte de sous-classe à votre héros. Et donc ça offre de nouvelles possibilités de deck building, puisque par exemple Levia elle est Shadow Brute. Donc comme elle est Shadow Brute, elle a accès à toutes les cartes génériques comme tous les héros, ça c'est normal. Mais en plus, donc comme elle est brute, elle a accès aux cartes brutes. Comme elle est Shadow, elle a accès aux cartes Shadow. Et donc c'est la seule héroïne pour le moment à avoir accès aux cartes Shadow Brute. Donc ça permet pour LSS, c'est un joli coup de la part de LSS parce que ça permet de segmenter encore plus le deck building en créant des pools de cartes qui sont disponibles seulement pour des héros très spécifiques. Ça permet en fait de développer le jeu de manière plutôt horizontale. Le fait d'avoir des pools de cartes spécifiques pour chaque héros, pour des héros très ciblés, et ça permet de créer de nouvelles mécaniques de jeu qui ne viennent pas bouleverser les mécaniques existantes et les decks existants. Je trouve que c'est très bien pour l'avenir du jeu à long terme d'avoir introduit ce système de talent. Je trouve que c'est très malin. Ça a deux gros avantages à mon sens. Premièrement, quand on fait un deck à Flesh and Blood, on n'est pas obligé de le mettre à jour à chaque fois qu'un nouveau set sort, puisque dans le nouveau set, il va peut-être y avoir de nouveaux talents, et donc ce sera pour le gameplay de nouveaux héros, mais ça ne viendra pas bouleverser le gameplay de votre héros, puisque votre héros n'aura pas accès à ces nouvelles cartes, à ce nouveau talent. Et donc quand vous faites un deck à flèche, votre deck il est là pour durer. Vous n'êtes pas obligé de réinvestir dedans à chaque fois qu'un nouveau set sort pour le mettre à jour, puisque en fait vous pouvez complètement ignorer la sortie d'un set s'il ne concerne pas les classes ou les talents des héros que vous jouez. Et deuxièmement, donc ça c'est le premier gros avantage. Deuxièmement, le fait de développer le jeu de manière très horizontale, ça permet de ne pas basculer dans ce qu'on appelle le power creep, c'est-à-dire se retrouver dans une situation où le jeu va être obligé de sortir des nouvelles cartes qui à chaque fois vont être strictement meilleures que les anciennes et qui va rendre les anciennes cartes obsolètes, donc sans valeur. Le fait de développer le jeu de manière horizontale, ça permet de protéger la valeur des anciennes cartes, puisque les anciennes cartes resteront toujours jouables. A priori, il n'y aura rien qui viendra dépasser les grosses majestiques génériques des premiers sets, ou en tout cas en générique. Et du coup, je vais aller même encore plus loin, parce que le fait de sortir comme ça de nouvelles mécaniques avec des cartes très spécifiques avec des talents, ça va permettre ça rend jouable d'anciennes cartes qui ne l'étaient pas, des cartes qui traînaient dans votre classeur. Tout d'un coup elles vont devenir jouables parce qu'il y a un nouveau héros qui sort avec une nouvelle mécanique, avec un nouveau talent. Et ça c'est une grande force de Flèche, c'est le fait que la sortie de nouvelles mécaniques
donne de la valeur à des cartes qui n'étaient pas jouables, qui restaient dans les classeurs. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, Lexi, elle a rendu jouable la carte Tree of a Kind, donc en VF c'est Brelan, alors que c'était une carte qui était très moyenne dans Azalea. Avec son gameplay, avec son talent, le fait qu'elle ait accès à un autre pool de cartes, ça a rendu une ancienne carte jouable. Donc dans Flèche, faites bien attention à vos anciennes cartes qui traînent dans votre classeur, parce qu'un jour elles seront peut-être très fortes, et peut-être d'un coup, comme ça, elles prendront de la valeur. Donc je ferme cette petite parenthèse sur le système de jeu, mais vous voyez que Flèche est prévu pour que le jeu puisse évoluer de façon intéressante, rester là longtemps, et satisfaire à la fois les joueurs et les collectionneurs. Donc c'est parti pour la présentation des héros de History Pack 2. Alors déjà, je vais mettre de côté les héros qui étaient sortis dans Everfest, donc Valda, Genis et puis Bravo Star of the Show. Valda et Genis, c'est plutôt des héros fun pour le Blitz, et Genis, il est plutôt typé multijoueur. Donc je vais pas vous en parler, je vais rester sur les héros principaux. Et puis Bravo Star of the Show, qu'on appelle Starvo communément. Lui, c'était clairement une erreur de design de la part de LSS. C'est un héros qui était beaucoup trop fort en CC, et il a gagné plein de tournois, il est passé Living Legend, et maintenant on n'a plus besoin d'en parler. Il est Living Legend, c'est-à-dire qu'il est sorti du format, c'est le système de rotation de Flesh and Blood. Quand un héros gagne suffisamment de tournois dans un format donné, et il prend sa retraite et il est banni du format. Donc Starvo, on le retrouvera plus en CC, on n'entendra plus parler de lui en CC. Il sera juste jouable dans le prochain format qui va sortir, qui sera le format avec les héros Living Legend, qu'a annoncé Legend Story Studios. Donc on pourra le jouer dans ce format des vieilles gloires du jeu, mais c'est un héros qui a fait plutôt du mal au jeu, parce qu'il était beaucoup trop fort quand il est sorti dans Everfest. Donc je démarre par Lévia. Lévia, c'est une héroïne un petit peu particulière, puisque sa mécanique, ça repose sur le fait d'éviter de perdre des points de vie à cause donc de ses dettes de sang. Les cartes dettes de sang, donc Lévia, elle va bannir des cartes de son cimetière, bien souvent, qui vont arriver dans votre zone de bannissement. Et si elles ont dettes de sang, en principe, elles vous font perdre des points de vie à la fin de votre tour. Donc la mécanique de Lévia, c'est que si vous avez banni une 6+, pendant votre tour, vous prenez pas votre dette de sang, vous évitez de mourir tout seul. Et donc sa mécanique, c'est de jouer plein de cartes, déjà de jouer beaucoup de cartes d'attaque à 6+, comme toutes les brutes qui se respectent, pour pouvoir activer son effet, pour pas manger son Blood Debt. Et elle joue des cartes donc, qui bannissent des cartes au hasard depuis le cimetière. Et du coup, pour pas manger son Blood Debt, il va falloir qu'elle bannisse au moins une 6+ par tour. Et donc c'est un défaut, cette mécanique. Elle essaie de pas mourir, mais en échange de ça, Lévia, elle a accès à des cartes qui sont au-dessus de la courbe du jeu. Elle a accès à des cartes très très bourrines. Elle peut mettre des grosses patates, mais l'idée c'est qu'elle joue toujours un petit peu avec le feu. C'est ça, de vouloir faire copain-copain avec les démons des monastéries. On joue un peu avec le feu. Donc Lévia, c'est une héroïne que vous pouvez choisir si vous aimez prendre des risques, si vous aimez être récompensé pour de la prise de risque. Mais parfois, vous serez puni et vous suiciderez vous-même avec votre dette de sang. Donc faut en avoir conscience de le côté beaucoup de risques, beaucoup de récompenses, mais beaucoup de risques quand on joue Lévia. Et pour le moment, Lévia, elle n'a pas encore été très compétitive à cause de ces problèmes justement de se suicider soi-même, ces problèmes de stabilité, parce que bannir une 6+ chaque tour, c'est pas toujours évident. Mais par contre, cet été, on attend du support Shadow dans le prochain set qui sortira cet été, Dusk Till Dawn. Donc peut-être que Lévia, elle pourra être boostée, et elle pourra, comme on a vu auparavant d'autres héros qui étaient un peu bas dans la méta, recevoir du support. Et donc qui sait, peut-être que Lévia, elle pourra être
plus compétitive dans la suite du jeu. Ensuite, Chain, c'est un Shadow Runeblade. Donc Chain, il est tellement fort, je vais pas vous en parler longtemps parce qu'il était tellement fort en CC qu'il est passé Living Legend. Donc il est plus jouable en CC, par contre il est toujours jouable en Blitz. Sa mécanique, c'est de pouvoir bannir des cartes de son deck pour les jouer depuis la bannisse jaune si elles ont le mot-clé Blood Depth. Et en plus de ça, avec sa capacité, il a un Go Again gratuit par tour. Donc ça, c'était vraiment très très fort. En plus de la mécanique Blood Depth qui lui permet de jouer des cartes de la baniche, donc comme un peu une extension de sa main, en plus il avait un Go Again gratuit par tour. Donc c'est très très fort, hein, c'est très intéressant à jouer, puisque avec cette mécanique, il va monter en puissance au fil de la partie, et il va pouvoir set-up des tours énormes face à des decks contrôle, mais il doit faire attention à ne pas se fatiguer lui-même, parce que à force de bannir des cartes de son deck, au bout d'un moment, il a qu'un certain nombre de tours à jouer, hein. Après il peut plus jouer, parce qu'après il a banni tout son deck, donc il faut faire attention à ne pas se fatiguer lui-même avant de tuer votre adversaire. Et donc thématiquement, Chain, c'est un hommage pour les vieux joueurs de Magic. Chain, c'est un hommage aux anciens decks noir pur Nécropotence. Et James White, il a admis qu'il était fan de cette carte dans Magic à l'époque. Et donc il a voulu rendre hommage à ce jeu-là, à ces jeux de deck noir pur Nécropotence dans Magic, en créant Chain. Ensuite, Boltyn. Boltyn, c'est Light Warrior. Donc c'est une sorte de paladin, hein, de guerrier de la lumière. En gros, c'est un deck Boltyn qui va pouvoir s'installer avec la mécanique de la soul, de l'âme. Il va pouvoir mettre des cartes de sa main dans une nouvelle zone de jeu qui est la soul, hein, qui est derrière, sous la carte de votre héros. Et les cartes que vous allez pouvoir charger donc dans votre soul, hein, avec cette mécanique de charge, sous certaines conditions, ça va vous permettre de donner Go Again aux attaques de Boltyn. Donc concrètement, un des archétypes de Boltyn, c'est de pouvoir jouer une combo dévastatrice qui va permettre de renverser complètement le cours de la partie en attaquant votre adversaire plein de fois avec vos sabres Cintari. Donc c'est l'archétype Boltyn combo. Vous mettez plein de cartes dans votre soul, et au moment où vous êtes prêt, au moment où vous avez votre combo, vous balancez un tour énorme où vous attaquez plein de sabres, plein de fois avec vos sabres Cintari. Vous remettez des cartes dans votre soul, et en plus vous regagnez des points de vie. Donc c'est une combo qui est bien fumée, qui permet de faire tout ça. Donc malgré ça, malgré le fait qu'il puisse comme ça setup une grosse combo, Boltyn il a longtemps eu la réputation d'être un héros plutôt low tier. Mais comme souvent à Flèche, hein, si on exploite à fond les possibilités offertes par un héros, on peut tout à fait faire de très bons résultats avec. Alors Boltyn, il y a quelques match-ups qui restent problématiques pour lui, hein, parce qu'il est très sensible à la disruption. Forcément, hein, si vous lui empêchez de faire sa combo, ça devient, il fait plus rien. Donc il a beaucoup de mal contre les decks Ice. Et contre les decks Ice, contre les decks qui vous disruptent beaucoup, il faudra peut-être renoncer à cette super combo avec les Cintari et peut-être passer à un autre plan de jeu plus mid-range avec l'épée Raiden. Mais ça reste très sympa de jouer Boltyn, hein. Si vous aimez les decks combo capables comme ça de faire pivoter la partie sur un tour, ça peut être très intéressant de choisir ce héros si vous aimez son thème, son flavor. Et du coup, c'est comme Lévia, hein, comme il a longtemps été plutôt bas dans la méta, peut-être qu'il va être soutenu cet été avec Dusk Till Dawn. Ensuite, Prism. Donc Prism, c'est Light Illusionist, c'est la première illusionniste du jeu, hein, donc c'est une nouvelle classe dans le jeu, c'est la 9e classe de Flesh and Blood. Elle était tellement forte en CC Prism qu'elle est passée Living Legend. Elle est toujours jouable en Blitz. Sa mécanique, ça a introduit un nouvel archétype dans le jeu, une nouvelle façon de jouer, c'est celui de s'installer avec des permanents. Donc c'est très très fort contre les decks contrôle, parce que vous allez installer votre armée de permanents qui se battent pour vous, et donc ça va être très compliqué pour votre adversaire de défendre juste avec les cartes de sa main. C'est d'autant compliqué que
il y a une mécanique qui s'appelle Spectra pour les auras de prisme, pour les permanents de prisme, et c'est très difficile pour l'adversaire de virer ces permanents, de les virer du board, puisque ça, en gros, ça consomme son point d'action d'en virer un, d'en attaquer un. Vous pouvez en virer un en l'attaquant, mais ça vous bouffe votre point d'action et vous avez pas de go again. Donc Prism, ça a longtemps été le cauchemar des decks contrôle, hein, notamment des decks gardiens, parce que c'était très difficile de virer les cartes qu'elle installait sur le board. Mais maintenant qu'elle est jouable seulement en blitz, bah, c'est plus vraiment un souci, hein, parce qu'en blitz ça va quand même moins vite, donc elle a moins le temps de s'installer, quoi. Donc Prism, et même toute la classe illusionniste, c'est un clin d'œil au gameplay de beaucoup de TCG, de beaucoup d'autres TCG qui consistent, comme je vous disais, hein, à invoquer des créatures qui se battent à votre place. C'est super intéressant parce que ça remet en cause les principes de base de Flèche. D'habitude, dans Flèche, on ne s'installe pas vraiment, hein, on joue avec les cartes de sa main, on se bat avec les cartes de sa main. Et là, là ça remet en cause ça, donc c'est un petit clin d'œil au gameplay des autres TCG comme Magic ou autres. Et donc vous pouvez choisir de jouer Prism si cette mécanique de poser des permanents qui se battent à votre place vous plaît. Ça peut être une bonne introduction dans le jeu si vous voulez garder cette mécanique du fait de s'installer dans la partie, puis pas juste si vous en avez marre de juste jouer avec les cartes qui sont dans votre main, comme ce qu'on fait d'habitude à Flèche, quoi. Ensuite, Lexi. Lexi, c'est Elemental Ranger. Donc elle peut jouer, le fait d'être élémental, hein, ça lui donne accès à des pools de cartes, donc des éléments. Donc Lexi, elle peut jouer les cartes Ice et Lightning. Donc son gameplay, il est soit Ice, donc quand elle joue Ice, elle va empêcher son adversaire de jouer, en lui collant des Frostbite, hein, en le taxant, et elle va lui envoyer des grosses flèches de Dominate pour le tuer tout en l'empêchant de jouer. Donc ça c'est le gameplay Ice. Si elle joue plutôt Lightning, hein, plutôt wide, c'est-à-dire qu'elle attaque avec plein de flèches en bénéficiant des cartes qui vont booster toutes les flèches sur un tour, par exemple elle va bénéficier de cartes comme Art of War, Art de la Guerre ou Rain Razors, qui était sorti dans Everfest et qui n'est pas dans History Pack 2. Donc avec ces cartes-là, elle va pouvoir booster toutes ses flèches, et donc elle va avoir un gameplay où elle va lancer plein de flèches partout, comme une mitraillette, et toutes ces flèches vont être boostées, et ça va être très très fort, puisque ça va être très dur de défendre contre plein de flèches boostées, et elle va pouvoir abuser d'une flèche qui s'appelle Endless Arrow. Je crois qu'en français Endless Arrow c'est pluie de flèches, puisque c'est la flèche qui revient dans sa main quand elle touche. Et donc elle va pouvoir abuser de cette flèche, la faire revenir dans sa main, puis réattaquer avec, avec son arc Voltaire, elle va pouvoir mettre Go Again à chaque fois qu'elle envoie une flèche. Donc quelle que soit la version de Lexi, c'est un deck qui est plutôt aggro dans l'esprit, puisque Lexi elle a besoin de garder ses cartes en main pour faire ses gros tours, et elle défend très très mal. Lexi Wide, quand on joue Ranger, quand on aime la classe Ranger, c'est un très bon contrepoint à Azalea. Parce qu'Azalea, elle est plutôt sur des stratégies de tôle, hein, une grosse flèche par tour. Et donc, Lexi, elle est plutôt sur une stratégie wide, donc c'est différent, ça apporte un gameplay très différent par rapport à Azalea. Et c'est très, comme je vous disais, hein, c'est très difficile de défendre contre ce deck. Donc c'est très difficile pour les decks contrôle de bien défendre contre Lexi wide. Et Lexi Ice, par contre, elle est beaucoup plus efficace contre les decks aggro, parce qu'elle empêche de jouer les decks aggro, elle a plus de mal contre les decks contrôle. Il y a des tentatives pour essayer de jouer hybride, hein, de jouer les deux éléments, enfin de jouer les deux archétypes, hein, Ice et puis Wide, mais globalement c'est plutôt stable, c'est plus stable quand on choisit un des deux archétypes, et du coup c'est peut-être mieux, notamment quand on démarre avec Lexi, de se tenir à un des deux, de s'en tenir à un des deux plans de jeu. Donc jouez Lexi si vous aimez la classe Ranger, et si vous cherchez un deck qui peut surprendre votre adversaire, donc en étant soit Ice, soit Wide. Ensuite, Braillard, qui a été traduite par Bruyère en français. Donc Braillard, c'est Elemental Runeblade. Donc c'est une Runeblade qui peut jouer des cartes Lightning et Earth. Quand elle est sortie
au moment de la sortie de Tales of Aria, il y a un build de Braillard qui est arrivé, qui a tout de suite renversé la méta. C'était ce qu'on appelle Redliner. Donc le Braillard Redliner, il s'est vite imposé dans la méta. Ça consiste à jouer beaucoup de cartes rouges qui coûtent 0, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça Redliner, et de jouer très aggro en bénéficiant du Go Again que vous donne la capacité de Braillard. La capacité de Braillard, c'est vous jouez deux non-attaques, vous avez un Go Again, un cadeau. Donc c'est très fort de pouvoir enchaîner les non-attaques qui coûtent 0, les attaques qui coûtent 0. Ça fait un deck très wide et très aggro. Donc, depuis la méta, elle s'est bien adaptée à ce deck, hein, et maintenant c'est assez facile de punir les decks Redliner avec de la disruption, comme par exemple avec les decks Ice. Mais depuis, il y a un nouveau build de Braillard qui est arrivé, qui est plus du tout Redliner, qui repose sur Channel Monteroic. Channel Monteroic, donc c'est une carte Earth qui permet en fait de booster. C'est un aura qu'on installe sur le jeu, donc il peut rester en jeu, et qui va booster toutes vos cartes d'attaque de plus 3. Donc vous installez votre mont héroïque, vous le maintenez en jeu. Pour ça, il faut pitcher des cartes Earth. Donc vous pitchez des bleus Earth pour maintenir en jeu votre Channel Monteroic, et vous jouez wide avec vos cartes d'attaque qui coûtent 0, comme Scar for a Scar, Snatch, Swarming Gloomveil. Et donc c'est très très fort parce que c'est un deck aggro qui fait des tours très très monstrueux, et les decks contrôle, face à des tours comme ça, ils peuvent pas forcément bien défendre. Et donc c'est un deck très très fort en CC. C'est tellement fort que elle est passée, enfin elle est pas loin d'être Living Legend en CC Braillard. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour investir dans un deck Braillard en CC. Il faut peut-être attendre qu'un nouveau héros Runeblade sorte pour venir renouveler la méta Runeblade. Une fois que Braillard sera Living Legend en CC, Chain l'est déjà, il n'y aura plus que Viserai en CC. Donc forcément ça signifie qu'ils vont sortir, ils sortiront bientôt un nouveau héros Runeblade. Puisque LSS a toujours dit que les héros qui passent Living Legend seraient remplacés par de nouveaux héros de la même classe et du même talent, pour que le pool de cartes dans lequel vous avez investi reste jouable. Seulement ça peut prendre un peu de temps, hein, entre le moment où un héros passe Living Legend et la sortie du héros qui va le remplacer. Donc n'investissez pas aujourd'hui dans un deck Braillard en CC, mais on sait que de toute façon il y aura un nouveau Runeblade qui sortira, peut-être une V2 de Chain, peut-être une V2 de Briard, ça c'est difficile à dire, ou même une V2 de Viserai, mais Braillard en tout cas elle restera jouable en Blitz, et ce sera un deck toujours bon à jouer en Blitz. Un dernier truc sur Braillard, c'est que dans son gameplay où elle joue des non-attaques et des attaques, ça va très bien avec son arme Rosetta Thorn, c'est une arme très très puissante, parce qu'elle envoie, pour une ressource, vous envoyez 2 arcanes et 2 physiques, et donc c'est très très difficile de bien défendre, hein, les dégâts hybrides, 2 arcanes, 2 physiques, très très difficile à bien défendre contre cette arme, une des meilleures armes du jeu, dont Braillard dispose donc en Blitz. Enfin, tant qu'elle est pas Living Legend, elle l'a encore en CC. Une fois qu'elle sera Living Legend en CC, son arme passera aussi Living Legend, hein, et donc en Blitz, en CC, vous n'aurez plus accès à Rosetta Thorn. Donc Viserai ne pourra plus jouer Rosetta Thorn en CC une fois que Braillard sera passé Living Legend. Et enfin Oldym, donc Oldym qui a été traduit par Vieil Homme en français. Oldym, c'est l'archétype du gardien contrôle, hein, c'est un gardien elemental qui peut jouer des cartes Ice et Earth. Donc avec Oldym, on retrouve un peu le gameplay de Bravo, mais en encore plus contrôle, puisqu'Oldym, avec sa capacité, vous pouvez prévenir des dégâts, et où vous pouvez virer une carte de la main de l'adversaire, hein, avec sa défense réaction. Et il bénéficie aussi du gameplay Ice, donc qui vous offre toute une palette d'effets disruptifs pour contrer les decks aggro. En CC, Oldym il bénéficie d'une carte très très forte qui est Crown of Seeds, qui lui permet, pendant le tour adverse, de recycler son arsenal, de mettre son arsenal sous son deck, de piocher et de prévenir un dégât.
Dit comme ça a l'air de rien, mais en fait ça permet à Oldhim d'accélérer le fait de cycler son deck, d'accélérer le fait de repiocher des cartes et puis du coup de revoir ce qu'il avait pitché en début de partie, hein, d'atteindre plus rapidement. Oldhim il va atteindre plus rapidement que les autres héros le moment où il va repiocher ce qu'il avait stacké sous son deck en pitchant et avec Crown of Seeds. Et donc ça permet à Oldhim d'être très fort en fin de partie, d'être très fort en ce qu'on appelle le second cycle de votre deck, puisque son jeu ça va consister à stacker des mains qui lui permettent de faire pivoter la partie au second voire au troisième cycle du deck, hein, puisqu'en fait un bon joueur Oldhim il va se faire des mains qui vont lui permettre de prendre l'avantage en late game. C'est ce qu'on appelle le pitch stacking, c'est-à-dire qu'il va pitcher les cartes dans le bon ordre, il va pitcher les bonnes cartes pour retourner la partie, pour pivoter la partie à partir du second cycle. Donc c'est vraiment un jeu qui favorise et qui récompense la patience, la rigueur. C'est pas évident hein, de pitch stacker, mais c'est quelque chose qui peut être très, très valorisant. Et donc jouez Oldhim si vous aimez le jeu contrôle, qui aime préparer son late game en étant très patient et très rigoureux. Oldhim il est aussi capable d'être agressif hein, avec des cartes comme Oakenhold ou Glacial Footsteps, et puis il a accès aux bonnes cartes gardiens hein, comme Spinal Crush, et puis il peut mettre des bons vieux pummels comme Bravo, mais globalement il est un peu moins bourrin on pourrait dire que Bravo, puisqu'il n'a pas accès au Crippling Crush ou alors il a une spé qui s'appelle Endless Winter qui est pas mal aussi, mais que c'est plutôt de la disruption. Donc globalement on peut dire qu'il est un petit peu moins bourrin que Bravo. Ça l'a pas empêché d'être très très fort en Blitz, hein, puisqu'en Blitz il est pas loin d'être Living Legend. Et d'ailleurs Crown of Seeds elle a été suspendue en Blitz à cause de lui. Donc ça vaut pas vraiment le coup actuellement d'investir dans un deck Oldhim. Si vous voulez jouer gardien en Blitz actuellement, buildez plutôt Bravo, et puis attendez peut-être une V2 d'Oldhim quand il sera Living Legend. Il est en CC, il est très fort, et il a encore un petit peu de marge avant d'être Living Legend, hein. Il a 678 points sur 1000, donc on peut le jouer encore en CC, mais il fait partie des héros qui sont quand même qui ont beaucoup qui seront bientôt Living Legend. Voilà, c'était la petite présentation des héros dispo dans History Pack 2. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous aide à choisir les héros que vous voulez jouer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de bonnes parties avec ces nouveaux héros. À bientôt!